Retournons, mesdames et messieurs, avec ce sujet, Sirabit al-Khadim. Alors, notre région ne cesse de nous révéler les secrets de son passé lointain. Et aujourd'hui, nous mettons en lumière une découverte archéologique majeure dans le sud du Sinaï, le plateau d'Umm Irak, à proximité du site historique de Sirabit al-Khadim. J'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Madame Oula Gamel, égyptologue, qui va nous jeter la lumière sur cette découverte. Bonjour Madame Oula Gamel, bienvenue. Bonjour Jihan. Bonjour. Alors, pourriez-vous tout d'abord nous expliquer l'importance de cette découverte archéologique d'Umm Irak? Bon, l'importance archéologique et historique, c'est de nous faire connaître des nouveaux sites archéologiques qui permettraient de mettre en place la chronologie et de savoir que l'histoire du Sinaï était très fréquentée depuis la période préhistorique, puisque les dessins dans ce site qui a été trouvé remonterait, selon les spécialistes et les archéologues, entre 5000 et 10 000 avant Jésus-Christ. Donc ça nous permet de savoir que le Sinaï est aussi ancien que ça, qu'il y avait déjà des communautés, des gens qui passaient par là ou qui prenaient ce lieu comme abri, refuge et qui voilà, laissaient leurs traces pour commémorer leur passage par ces dessins. Mais donc, de savoir qu'il y a un site qui commémore des dessins entre 5000 et 10 000 avant Jésus-Christ, c'est quand même une importance majeure pour la chronologie dans le Sinaï. Est-ce que on peut dire, c'est la plus ancienne découverte qui a eu lieu, je pense, à travers le monde entier, n'est-ce pas? Je me méfie de dire si c'est le plus ancien ou pas, parce que le Sinaï a quand même une géologie qui remonterait à 100 000 avant Jésus-Christ. Est-ce que c'était avec des inscriptions ou pas? Alors là, je me méfie de dire si c'est le plus ancien, mais c'est certainement un des sites les plus anciens trouvés jusque-là. Oui, oui. Alors, quelles sont les choses les plus importantes, les matériels, les objets, les pièces qui ont été découvertes pendant cette découverte archéologique? Alors, dans ce site, on a trouvé surtout des dessins et ce qu'on appelle des pétroglyphes ou des inscriptions gravés sur les murs, donc entre dessins et gravures. Les dessins, ce sont les plus anciens. Les dessins qui étaient sur le plafond, ça c'est la partie la plus ancienne de cette découverte. Il s'agit d'un refuge, très probablement, ça veut dire un lieu où des caravanes qui passaient par là se reposaient ou s'abritaient des mauvais tempéries, par exemple, et on a trouvé que l'intérieur est cloisonné, il y a des divisions comme si c'était quand même à un certain temps habité, parce qu'il y a des cloisons faites par des murs, donc ça veut dire comme s'ils divisaient l'espace en petites chambres, par exemple. Ça, c'est très important. On a trouvé aussi des foyers, ça veut dire des lieux où on faisait du feu. Donc soit pour se réchauffer, soit pour cuisiner, et ça aussi c'est très très intéressant de savoir que c'était pas seulement un lieu de passage, mais très probablement un lieu où certaines je dirais caravanes, bédouins, des gens qui allaient chercher des mineurs qui travaillaient dans les mines là-bas, les mines de cuivre, les mines de la turquoise à côté, qui ont peut-être habité un certain temps. Nous n'avons pas encore beaucoup de détails sur ce site puisqu'on vient de le découvrir, donc on va attendre que nos spécialistes du Haut Conseil des Antiquités, c'est une mission égyptienne avec toute fierté qui a travaillé sur ce site avec l'aide des Bédouins du Sinaï qui connaissaient le site puisqu'ils sont toujours sur les lieux. Donc ça, c'est une fierté très importante que c'est une mission du Haut Conseil des Antiquités qui l'a découvert, qui sont en train de l'enregistrer. Puis on attend leur documentation et les détails qu'ils vont nous fournir.
Ce qui est intéressant aussi dans cet abri, c'est qu'il est profond de 100 mètres dans la roche. Donc 100 mètres, c'est énorme quand même. Oui, 100 mètres de profondeur dans la roche. Mais la hauteur, par contre, n'est pas très élevée. C'est entre 1,5 mètre et 50 centimètres. Ça veut dire que vers l'intérieur, on imagine mal quand même qu'il y avait des habitants qui se déplaçaient tout au fond. Mais on a des descentes des animaux, on a des descentes des chameaux, des chèvres, des daims. On a aussi des descentes de bateaux. Est-ce que ces bateaux représentaient leur moyen de transport, puisqu'on n'est pas très loin de la mer aussi sur ce site. Donc peut-être qu'ils venaient jusqu'aux côtes de la mer Rouge et puis ils se déplaçaient après en chameau jusqu'à l'intérieur. Est-ce que vous voyez que cette découverte, on peut dire qu'elle continue la découverte de Serabit El Khadim? C'est comme une continuité? Bien sûr, toute cette région, en fait, tout autour de Serabit El Khadim, et pour les non-spécialistes, c'est un lieu en plein montagne, en plein désert. La ville la plus proche s'appelle Abu Znima, sur le golfe de Suez. Donc à 40-50 kilomètres loin de Abu Znima, il y a le site de Serabit El Khadim, et tout autour aussi dans la région, on a le fameux Wadi Mahara, là où on a trouvé des inscriptions de l'époque de Khéops. À 5 kilomètres de là, il y a Wadi Mahara, Serabit El Khadim, Wadi Amira, il y a plein on appelle des ouads ou des vallées avec des inscriptions. Et là, on a trouvé des inscriptions de l'époque de Khéops et de son père, Sénéfrou, qui permet aussi de dater que le Sinaï était connu depuis l'Ancien Empire, depuis l'époque de Khéops. Est-ce que vous voyez qu'avec cette découverte, on peut dire que le tourisme, on peut dire le type de touristes qui vont venir en Égypte vont un peu changer, et notamment ici je parle avec bien sûr l'inauguration officielle du grand musée égyptien, avec cette découverte? Plus on rajoute à nos circuits archéologiques et touristiques, plus il y en aura des touristes qui sont déjà venus en Égypte qui seraient intéressés de venir voir des nouveautés. Donc ça c'est très intéressant pour ouvrir évidemment des nouveaux sites méconnus et des nouveaux domaines également, pas seulement l'archéologie de la vallée du Nil, mais des sites qui dateraient de 5000, 10 000 avant Jésus-Christ. Certainement, ça intéresserait beaucoup de touristes qui connaissent déjà l'Égypte peut-être et qui viendront pour voir les nouveautés découvertes. Donc, j'espère bien qu'ils vont vite mettre en place les moyens qui permettraient d'accéder à ce site, parce qu'il est quand même inaccessible pour le moment, sauf avec des chameaux peut-être, ou des voitures, des jeeps 4x4 pour accéder dans des zones très éloignées de cette manière. Mais c'est sûr que cela encourage à chaque fois les touristes. Moi, j'ai connu des touristes qui viennent chaque année en Égypte. Chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte, ils viennent pour le voir. Des touristes qui sont venus pour la 10e fois ou 12e fois pour voir l'Égypte. Donc, certainement. Alors, selon vous, Madame Rola Gamel, quelle est la chose, on peut dire, la plus importante qui distingue la région d'Oum Arak, qui a été découverte, des autres sites archéologiques? Bon, sa présence en plein Sinaï, évidemment. Donc le Sinaï lui-même, c'est un nom à la fois spirituel, archéologique, qui a une longue histoire. Donc venir au Sinaï, et non pas seulement pour cette fois-ci le monastère de Sainte-Catherine, mais qui n'est pas loin d'ailleurs, qui est un petit peu vers le sud, qui est, je pense, dans les 60 kilomètres au sud. Donc c'est une région qui va ouvrir des nouvelles visites pour celui qui vient visiter. Donc on a évidemment le monastère de Sainte-Catherine, et puis on a les côtes qui sont un petit peu loin, si on veut aller dans des villes balnéaires, vers Dahab, vers Sharm el-Sheikh, vers Ras Sedr, tout ça n'est pas loin. Mais ce qui caractérise aussi, c'est la culture bédouine. Donc il ne faut jamais oublier la population et les gens. C'est cette population bédouine d'ailleurs qui a
connu, qui a découvert, si on peut dire, en premier ce site depuis longtemps et qui l'ont révélé au service des antiquités. Donc la culture bédouine, côtoyer ces gens, comprendre comment ils vivent. Ils font de plus en plus des écologes maintenant, donc en respectant la nature et l'environnement, et donc de goûter à cette vie, même pour les Égyptiens, pas seulement le touriste étranger, mais même pour les Égyptiens qui ne savent rien de comment vivre dans le désert, comment s'adapter avec cette chaleur, avec les maisons construites et les tentes mises en place spécialement pour s'abriter de la chaleur, du vent. Donc, tout ça, c'est une culture qui n'est pas très connue, ni pour nous, Égyptiens de la vallée du Nil, ni pour le touriste étranger. Donc, il faut s'intéresser à connaître une autre facette de l'Égypte, le Sinaï, ses montagnes. En général, on va là-bas pour escalader le mont Sinaï ou le mont Sainte-Catherine. Maintenant, on a autre chose, on a les sites archéologiques, Serabit el Khedem, on a ce nouveau site de Irak, du plateau de Irak. J'espère qu'il sera vite mis en place. Donc voilà, archéologiquement parlé, c'est complètement différent des grands monuments de la vallée du Nil, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous savez pourquoi on a nommé Irak avec un K et non pas un Q? Est-ce que vous savez pourquoi ce nom a été choisi pour ce site archéologique? Oui, non. Oui. Nous allons savoir avec la découverte. Exactement. Oui, avec un K, ça vient d'un mot dispute, donc est-ce que c'est lié au dispute? Non, aucune idée, on va chercher. On va voir. Alors, lorsque vous avez mentionné que ce site pourrait, on peut dire, contribuer à la promotion du tourisme, est-ce que vous voyez également que les aéroports qui ont été inaugurés dans plusieurs villes, non pas seulement comme auparavant au Caire ou à Alexandrie, mais on voit partout, on peut dire dans plusieurs villes, il y a eu plusieurs aéroports. Est-ce que vous voyez que avec cette rénovation du secteur aéronautique, est-ce que vous voyez que ça aide un peu le secteur touristique? Bien sûr, ça désengorge l'aéroport du Caire, évidemment. Ça permet à des charters qui viennent des villes européennes directes vers des villes du côté du Sinaï. Bon, c'est depuis longtemps pour Sharm el-Sheikh, mais maintenant, on a ouvert également des aéroports comme l'aéroport Sphinx au sud du Caire. L'aéroport de Hurghada aussi depuis longtemps qui aide à ce mouvement touristique. Je me demande si l'aéroport de Sainte-Catherine fonctionne pour un tourisme étranger ou pas, mais il y a un aéroport à Sainte-Catherine également qui pourrait accueillir des avions d'Europe également. Donc oui, il faut en rajouter, ça développe peut-être du côté du Sinaï du Nord également. Il faudrait un aéroport qui fonctionnerait peut-être du côté de l'Arish, du côté de Taba. Toutes ces destinations ont besoin vraiment d'aéroports. Oui, mais j'espère que ça va arriver puisqu'on voit comment les aéroports sont un peu multiples pendant ces dernières années. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Madame Ola Gamel, archéologue égyptologue, pour ces informations concernant Irak, qui a été découverte il y a, on peut dire, il y a quelques jours au sud Sinaï. Merci. Et on enchaîne avec un autre sujet. Alors, c'est bien sûr l'arrivée du mois béni de Ramadan. Alors, à l'approche du mois sacré de Ramadan, une atmosphère unique envahit progressivement l'Égypte. Bien avant le début officiel du jeûne, les rues s'illuminent, les marchés s'animent et les cœurs se préparent spirituellement à accueillir ce temps de foi et de renouveau. Alors, restez avec nous pour voir ensemble ce commentaire concernant le rapprochement avec Dieu pendant ce mois béni de Ramadan. Plusieurs jours, même plusieurs semaines avant le Ramadan, de nombreuses familles commencent par un travail intérieur. Le repentir et la demande de pardon occupent une place centrale. Il s'agit d'entrer dans le mois avec un cœur apaisé et une intention sincère.
L'assiduité à la prière s'intensifie, notamment à l'aube et le soir, en préparation aux prières nocturnes des Tarawih.